RTL Soir. 18h38, c'est la suite de RTL Soir et votre deuxième invité, Marc-Olivier Fogiel. Deuxième invité donc, une lanceuse d'alerte, Charlotte Magri. Bonsoir Charlotte Magri. Bonsoir. Vous publiez chez Stock lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale suite à votre lettre coup de poing de l'année dernière que vous aviez envoyée à Najat Vallaud-Belkacem en novembre 2015 pour dénoncer, on s'en souvient, on va y revenir, les conditions de travail dans une école primaire de Marseille. Pour commencer, Charlotte, 10 mois se sont donc écoulés entre votre lettre et votre livre. Est-ce que les choses ont changé ? À Marseille, vous voulez dire ? Oui. À Marseille, les choses ont changé. C'est un peu en demi-teinte. On peut dire oui d'une certaine manière parce qu'il y a effectivement des travaux qui ont été réalisés dans certaines écoles, évidemment surtout dans les écoles qui ont été le plus médiatisées. Il y a eu des annonces de fêtes pour reconstruire les établissements de type Pailleron qui sont vétustes, voire délabrés. Bon, c'est à l'horizon 2020, donc pour l'instant, c'est un projet. Et il y a eu, à mon sens, ce qui est le plus significatif, une 50aine de postes de remplaçants ouverts en plus sur les quartiers nord à Marseille. Par contre, on peut aussi dire non parce que globalement, la politique municipale n'a absolument pas changé. Il n'y a pas eu un tournant, il n'y a pas un avant et un après. Il y a une obligation de reconnaître quelques coups de truelle, beaucoup de communication et ensuite on déclare que tout va bien. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous, après votre lettre choc de l'année dernière, vous avez quitté l'Éducation nationale. Vous étiez donc professeur des écoles à Marseille. Vous avez quitté l'Éducation nationale ? Oui, j'ai démissionné, oui. Pourquoi ? Pour des raisons personnelles, pour écrire. Pour écrire, c'était pas lié à une forme de désespoir parce que finalement vous aviez l'impression que cette éducation nationale, rien ne pourrait la faire bouger. Non, je suis convaincue du contraire. Il y a énormément de choses qui peuvent et qui font bouger l'éducation nationale, à commencer par les collègues qui sont toujours sur le terrain, par les parents d'élèves qui sont mobilisés, par les élèves eux-mêmes. Après, c'est simplement moi personnellement, je n'arrivais pas à enseigner et à côté vivre ce que j'avais besoin de vivre, en l'occurrence écrire. Un mot, vous avez travaillé dans une ONG à Calcutta et vous écrivez de ces deux expériences, donc l'éducation nationale et l'ONG à Calcutta, la plus dure et la plus désespérante est celle que j'ai vécue à l'école de la République dans mon pays riche et développé. Ça frappe comme phrase. Oui, ça frappe comme phrase, comme expérience, ça m'a aussi beaucoup frappée et assez désespérée. Et après, c'est un contexte très particulier, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai travaillé avec des enfants qu'on sortait de la rue pour les rescolariser, pour leur proposer de croire à nouveau en l'avenir et du coup, ils y croyaient. Et de l'autre côté, il se trouve que la première école où j'ai travaillé en tant qu'enseignante, on avait affaire à des enfants qui avaient très 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 peu d'horizons, de possibilités de se projeter parce qu'ils étaient issus d'un quartier qui cumulait tellement de problèmes de santé publique, de maladies, de drogue, de sectes, de délinquance, de trafic d'armes que, voilà, comme je raconte dans le livre, la blague des collègues, des anciens collègues de l'école, c'était de dire, nous, on n'est pas heureux quand on croise un élève 20 ans après et qu'il est médecin ou avocat, on est heureux quand il est simplement en vie et qu'il n'est pas en prison. Incroyable, ça c'est les quartiers nord de Marseille où vous avez travaillé. C'est là que vous allez découvrir tout ce que vous avez dénoncé, l'école à l'abandon total, pas de chauffage, des fuites dans le plafond du gymnase, de l'amiante au plafond, des planches de bois qui s'arrachent des murs, termine sa course au pied d'un élève chaussé de baskets neuves. Oui. Et vous racontez, il y a un avant et un après, une anecdote forte. À un moment donné, il y a la maman d'une petite fille, Juliette, qui a les lèvres bleues à cause du froid dans la classe et qui vous demande si sa fille peut rester à la maison en attendant que le chauffage soit réparé. Vous répondez oui. Et là, vous dites... Mais finalement, je viens de conseiller à une mère d'élève de ne pas mettre son enfant à l'école. Je suis bouleversée et j'ai honte. C'est de là que naît votre indignation. L'indignation, bien évidemment, elle était là avant, mais on est sur le terrain avec les collègues, donc on essaye de faire quand même, de faire malgré tout, parce que nos élèves sont face à nous, on a des enfants face à nous, on s'en sent responsable, donc on continue à avancer. Par contre, à un moment donné, progressivement, petit à petit, j'avais l'impression de perdre le sens de mon métier. Et au moment, effectivement, où je me suis entendue répondre à une maman d'élève qu'il fallait mieux qu'elle ne mette pas sa fille à l'école, là, j'ai eu l'impression d'aller contre toutes mes valeurs, contre toute bonne logique, parce que la place de cet enfant, c'était à l'école et pas chez elle en attendant qu'on répare le chauffage pour éviter qu'elle tombe malade. Mais vous qui avez vécu ça de l'intérieur, qui avez tiré la sonnette d'alarme, qui avez vu Najat Vallaud-Belkacem s'agiter, Jean-Claude Gaudin, puisqu'il y a toute une partie qui est liée évidemment à la mairie, est-ce que vous avez l'impression malgré tout que les choses vont dans le bon sens ? Quand vous écrivez « Notre système fabrique un mal-être à grande échelle. À mes yeux, l'école elle-même génère du harcèlement. Encore, l'école a tendance à produire des individus passifs et irresponsables. » On a l'impression que le constat est dramatique. Oui. À mon sens, le constat est effectivement dramatique. Après, c'est pas uniquement, je pense que c'est important de le préciser, c'est pas uniquement mon constat, c'est pas uniquement mon parcours d'enseignante, et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre en étayant avec les rapports de la Cour des comptes que j'ai lus
très attentivement. Chaque référence que je donne des rapports de la Cour des comptes, on peut trouver le titre du rapport, on peut trouver la page où c'est écrit, et ils sont tous disponibles gratuitement sur Internet. Donc j'invite les sceptiques à les vérifier par eux-mêmes. Mais pourtant, il y avait la priorité nationale du candidat Hollande, l'école, les profs qui ont été engagés, 60 000 profs promis qui ont été recrutés. Vous n'avez pas l'impression que malgré tout, on a un gouvernement là qui en a fait une priorité ? On peut dire, je pense qu'il y a eu des améliorations pour l'école sous le gouvernement actuel. On peut dire aussi qu'il y en a eu sous le gouvernement précédent. Mais on peut aussi dire que c'est beaucoup trop tôt pour crier victoire comme nos politiques sont en train de le faire. Je trouve que c'est même indécent. Dire on essaye d'aller dans le bon sens, c'est difficile, mais on met les moyens et un jour on arrivera à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est absolument pas la même chose que de dire tout va bien. Évidemment. Je trouve que c'est indécent pour les gens qui sont sur le terrain, à commencer par les élèves qui sont évidemment ceux qui sont le plus mal lotis, des enfants qui sont déjà de manière générale les plus mal lotis dans leur vie. Et qui sont pas tous traités de la même façon, parce que ce que vous écrivez c'est passionnant. L'éducation n'a rien de national, elle est plutôt territoriale finalement. Oui. Et vous dites d'ailleurs, on connaît ces sujets, on les traite beaucoup sur l'antenne d'RTL, le concours par académie pour recruter des enseignants est inégal. Par exemple, à Créteil, avec 4,1 sur 20 de moyenne, on peut devenir prof par exemple. Oui, il y a des différences d'un concours à l'autre, d'un département à l'autre pour ce qui est du premier degré. Dans certains départements, pour avoir le concours, il y a 5 candidats pour un poste, et dans d'autres départements, il y a 5 candidats pour 4 postes. Et évidemment, ça concerne les départements où vous avez le plus de zones dites prioritaires, parce que personne ne veut y aller. Faut être honnête, parce qu'on sait qu'on n'est pas formé pour y aller. On est de très bonne volonté quand on démarre. Les enseignants sont de manière générale très mobilisés, très investis dans leur travail, mais on n'est pas du tout formé ni outillé pour faire ce qu'on nous demande de faire. Au contraire. Pour conclure, cette lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale chez Stock, vous l'avez envoyée à Najat Vallaud-Belkacem ? Non, je ne l'ai pas envoyée à la ministre actuelle. De toute façon, à mon sens, l'enjeu, il est plus citoyen. C'est-à-dire que moi, en écrivant, je m'adressais plus à mes concitoyens avec qui on partage la responsabilité de ce que vont devenir nos enfants sur le très long terme. Les politiques qui sont plus en général dans le court terme et dans des stratégies qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec ce dont on a réellement besoin sur le terrain. Merci beaucoup, Charlotte Macri, d'avoir été en ligne avec nous de Marseille ce soir pour RTL. Merci.